Eh bien bonjour du coup Antoine, bonjour à tous, content de faire ce premier Coffee Talk de l'année 2023 et très content de te recevoir du coup Antoine pour cet échange autour d'un sujet passionnant finalement où deux mondes vont communiquer, l'industrie que tu vas représenter et le digital côté Pump Up. Pour tout le monde, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On a Amandine Artois qui est derrière le clavier, qui va relever les questions. Et à la fin, que ce soit Antoine ou moi, on pourra y répondre avec le plus de précision possible dans le timing qui est grosso modo d'une demi-heure. C'est parti Antoine ? Quand tu veux. Impeccable. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et présenter NeuJKF, la société du coup dans laquelle tu travailles ? Alors déjà bonjour tout le monde, merci Paul et Amandine d'organiser ce petit live avec moi. Tout d'abord donc effectivement je m'appelle Antoine Vincent, donc je suis le responsable marketing et communication d'un groupe qui s'appelle NeuJKF, donc un groupe dont le siège est situé à La Chapelle-d'Armentières, donc pas loin de Lille. Ce groupe est spécialisé donc dans les techniques de l'aérolique dans un premier temps, c'est-à-dire la science de l'air, c'est-à-dire que notre expertise tourne vraiment autour de l'air et donc ces applications vont être principalement les expertises dans le traitement de l'air pour le monde industriel. Donc on va travailler sur tout ce qui est filtration, dépoussiérage, dans toute industrie confondue, mais on a aussi d'autres expertises comme le transport pneumatique, transporter donc d'un point A à un point B du vrac, des granulés pour les industriels. Voilà, donc tout ça en se basant sur la technologie de l'air. Voilà, donc c'est très vaste, on travaille avec énormément de typologies d'industrie. Et contrairement à ce qu'on pense, j'imagine que tu ne brasses pas du vent. Je suis obligé de la faire. Ouais, non. C'est la blague effectivement facile, mais non, on brasse pas de vent, on brasse pas d'air, mais en tout cas on le fait pour protéger les hommes, protéger les opérateurs dans l'industrie. Et voilà, donc on a un groupe d'un peu plus de 700 personnes, avec une grande concentration en France et en Europe, et on a quelques agences en Asie. Et historique du coup, parce que 700 personnes, ça se crée pas en 2-3 ans. Oui, tout à fait. Non, c'est un groupe par ses entités qui a plus de 50 ans, donc c'est une expertise, qui a plus de 50 ans de par l'alliance est récente, hein, l'alliance entre le groupe Neu et le groupe JKF date de 2017, c'est l'alliance de deux grands acteurs du monde du traitement de l'air. Mais chacune des entités qui constituent le groupe ont plusieurs décennies d'expérience dans le milieu. Ouais, il y a une histoire. Ouais, il y a une histoire. Et du coup, Antoine, ton histoire. Toi, qu'est-ce que tu fais chez Neu? Qui es-tu? Alors, moi, je suis arrivé chez Neu en janvier 2021, donc ça fait tout juste un peu plus de 2 ans. Anciennement, avant ces 2 années chez NeuJKF, j'ai travaillé à Anchin, donc à côté de Lille pendant 3 ans, et j'ai commencé ma vie active en Allemagne, 5 ans chez un équipementier automobile. Ah d'accord. Je crois que il y a au moins une Allemande, Yana, je pense à toi, qui nous écoute. Donc Guten Tag. Ouais, voilà. Et l'équipementier automobile, si je dis pas de bêtises, ça se dit Ausrüster. En allemand. Ouais, parce que, oui, je crois que c'est ça. Ouais, exactement. J'ai bossé là-dedans aussi. Du coup, pour NeuJKF, finalement, sur ces dernières années, comment il arrive le business déjà d'un point de vue global? On va parler petit à petit en entonnoir. Alors, comme je l'expliquais déjà par expertise et par histoire, on a cette chance d'être connu sur le marché. Ouais. C'est-à-dire que on a cette notoriété qui fait que on est consulté parfois naturellement par des clients historiques, donc c'est plus tout ce qui est un peu repeat business, donc des clients qui on a déjà travaillé par le passé, qui veulent renouveler une installation ou qui ouvrent une nouvelle usine, ils vont nous consulter parce qu'ils en étaient satisfaits, donc voilà, il y a une fidélisation qui s'est créée au fur et à mesure des années. Il va y avoir bien entendu par rapport à des fois des appels d'offres, hein, c'est-à-dire que quelqu'un nous connaît pas forcément, il va nous chercher sur internet, il va nous découvrir lors de salons. Donc je fais exprès de creuser, hein, il vous connaît pas mais il vous cherche, du coup il cherche pas NeuJKF. Il va chercher finalement un besoin. C'est ça, il va chercher par les différents outils qui existent. Donc c'est la suite de notre discussion, c'est beaucoup le digital, hein. Mais effectivement, il a un besoin. Il travaille dans la métallurgie, par exemple. Il doit se protéger de polluants liés à son activité dans la métallurgie.
eh ben, il va taper des recherches sur Internet, dépoussiérage, filtration de poussière de métal ou autre. Et le but, c'est qu'à travers justement ces mots-clés, on se positionne rapidement et en première position pour qu'ils nous trouvent facilement. Ouais. Comment tu juges la part justement du digital là-dedans par rapport à tout ce qui est offline? Parce que même si je prêche pas pour ma paroisse, il n'y a pas que le digital. Non, c'est sûr. C'est-à-dire que bon, bah, c'est pas nouveau. Hein, le digital a pris une dimension bien plus importante ces dernières années avec le Covid. Hein. Le Covid a mis un frein à tout ce qui était prospection et action de communication, on va dire hors digital. Ouais. Les salons. Hein, nous, on a une grosse histoire dans notre entreprise de présence dans l'événementiel, les salons pour être au plus proche du terrain, des clients, rencontrer les clients, etc. Mais déjà avant ça, il y avait une stratégie de développement digital qui a été lancée dans mon entreprise avant même que j'arrive. Et donc voilà, on savait qu'il fallait être présent à travers différents outils digitaux pour se faire connaître pour les gens qu'on ne voit pas forcément sur les salons ou lors de la prospection purement terrain. Voilà, il faut être présent sur le digital par différents canaux. Et donc on a lancé ça déjà il y a pas mal d'années. Ouais. Parce que finalement, tu as la chance d'être dans une boîte où j'ai l'impression la direction est naturellement sensible à ces canaux-là. Parce que, alors peut-être que je vais être dans le cliché, mais on a quand même pas mal l'impression que qui dit industrie dit forcément pas de modernité. Je sais par expérience que c'est faux, mais on aurait tendance à penser justement que les industriels ont du mal à se lancer sur le digital, à prendre ce virage. Finalement, chez nous, JKF, ça s'est fait assez naturellement. Ça s'est fait naturellement. Il y a une volonté, comme tu l'as dit, par les équipes marketing et bien entendu surtout par la direction de lancer cette digitalisation bien en amont. Hein. On le sait, on l'entend souvent dans l'actualité économique ou autre que la digitalisation est quelque chose de nécessaire à toutes les industries s'ils veulent pas se faire dépasser, voire malheureusement, pourquoi pas peut-être disparaître dans le futur, parce qu'aujourd'hui, on se digitalise aussi bien à travers le marketing, par les outils de production. Enfin, la digitalisation, c'est très vaste. Ouais. Et donc, nous, on a fait ce virage aussi bien en interne dans nos outils de production, de gestion ou autres, mais aussi, bien entendu, d'un point de vue marketing, communication. On a lancé des projets il y a déjà plusieurs années. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, toi, ça fait un peu plus d'1 an, du coup, que tu es à la tête du navire digital chez JKF. Comment tu utilises cette source parmi d'autres pour finalement générer du business, parce que l'objectif de toute boîte, c'est de générer du business. Donc finalement, c'est comment tu utilises le digital pour amener du lead à tes commerciaux. Oui, tout à fait. Donc effectivement, les principaux projets, on va dire, qu'on a lancés en amont et qu'avec mon équipe, on a travaillé ces dernières années, c'est déjà retravailler nos vitrines. C'est-à-dire que ce que j'appelle les vitrines, ça va être nos sites internet. Ouais, d'accord. Hein, on avait des sites internet donc tu en as plusieurs, tu emploies pluriel. Oui, c'est intéressant. Ouais, plusieurs sites, parce qu'effectivement, le groupe a plusieurs entités avec chacun leur histoire, chacun leur expertise à proprement dit dans leur métier. Donc il a fallu construire des sites aussi bien pour chaque entité, pour qu'ils mettent en avant leurs expertises, mais un site groupe. Donc on a lancé un énorme chantier ces dernières années de refonte de nos sites. Donc ça, c'est la première chose. Ça va être le socle. Ça va être socle, le point d'arrivée quand on fait des communications annexes pour que les gens aillent se renseigner, etc. Et après, effectivement, il y a eu tout ce qui est travail, action de digital en externe. Ça va être des actions justement pour pousser le référencement et notre présence digitale par des actions de référencement. Okay. Donc Google, être présent sur Google concrètement. Voilà, donc ça va être tout le travail SEO et SEA qu'on fait d'ailleurs avec PumpUp. Donc travailler le SEO, c'est je vais pas refaire un cours, hein, mais voilà, le SEO, c'est bien travailler les textes, les contenus, etc. de nos sites pour faire en sorte que Google dise voilà, c'est un site expert, c'est un site reconnu, c'est un site propre, avoir une bonne notoriété et pousser à travers ça face à la concurrence, parce que on peut des fois utiliser un peu le mot guerre, hein, dans le sens où c'est une guerre de présence, une guerre de positionnement. Donc par le SEA, on va accélérer, on va accentuer par des campagnes de mots-clés, etc. pour se faire connaître et être présent. Et on évoquait il y a quelques minutes le fait que nos JKF soit
en tout cas, se soit lancé dans le digital relativement tôt. La concurrence aussi, parce que tu parles de guerre, mais il n'y a pas de guerre si les concurrents sont à la traîne. Oui, c'est-à-dire sur votre marché, oui. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus sur notre marché, on a des petits concurrents, donc des petites boîtes où il n'y a pas forcément la force commerciale que nous on a la chance d'avoir, parce qu'on essaie d'allier les deux. C'est notre grande force, c'est-à-dire qu'on allie aussi bien un support digital par le marketing, par la génération de leads, etc. Mais on a aussi une force commerciale terrain. Combien de commerciaux à peu près, si tu peux le dire? On est, si je me trompe pas, on est à l'entour d'une trentaine de commerciaux. Okay. En France, on a un très gros maillage en France de commerciaux et de techniciens sur le terrain. On a des commerciaux aussi dans différents pays en Europe et à l'étranger par des petites agences. Donc nous on est en soutien de cette force commerciale, mais effectivement voilà, on essaie d'allier les deux, le terrain et le digital. Et ce que je voulais dire effectivement, c'est qu'il y a des petites boîtes qui sont nées ou qui mettent l'accent uniquement sur le digital. C'est-à-dire qu'ils font purement la génération de leads et qui font du business uniquement que comme ça. Et ça marche parce que vous êtes dans le B2B, j'ai quand même l'impression que pour une fois qu'on a pris contact avec vous, ce que vous vendez, c'est typiquement ce qu'on peut appeler de l'achat impliquant. Enfin, c'est des paniers moyens colossaux. Vous avez une histoire, vous avez une force commerciale conséquente. Un petit acteur qui fait entre guillemets juste de la lead gen peut être une menace. Alors, ils ont quand même des experts techniques. C'est juste qu'ils vont peut-être avoir un maillage moins important que le nôtre, une proximité moins importante, peut-être une réactivité aussi moins importante entre l'arrivée du lead et la transformation, si je peux dire. Mais nous, effectivement, le cœur de notre métier, ça va être le conseil. De toute façon, c'est de l'expertise. C'est-à-dire que, comme je le disais, on est dans le traitement de l'air, on doit répondre à des normes, on doit traiter des polluants, on doit protéger les autres. C'est-à-dire que les installations qu'on va vendre doivent faire en sorte que les personnes travaillent en toute sécurité. Et donc, pour ça, c'est pas que par des mails ou des choses comme ça qu'on va réussir à convaincre les gens. Donc, on a nos experts qui vont sur le terrain, qui analysent la situation, qui vont dans les usines, qui vont dans les ateliers, qui prennent des cotes, qui font des mesures de polluants et qui font des solutions sur mesure adaptées aux polluants qu'ils doivent traiter, par exemple. D'où l'expérience qui est nécessaire. Et c'est ce qui ressort de nos enquêtes de satisfaction client, de toute façon, c'est que c'est ce qui est mis en avant, c'est que il y a cette expertise terrain et cette expertise technique. Et je rebondis sur quand tu évoquais le référencement naturel et du coup le contenu. Par expérience, le contenu pour un industriel, c'est pas évident. Le SEO, on connaît, c'est un de nos métiers dans notre ADN. Rédiger du contenu qualitatif pour un acteur comme toi, c'est un autre, enfin, ça demande une expertise très spécifique. Comment vous arrivez à justement produire un contenu qui est à la fois qualitatif pour vos prospects et futurs clients et en même temps qui plaît à notre copain Google? Oui, tout à fait. C'est un des enjeux majeurs qu'on a, nous, quand on construit nos sites ou nos supports de communication. C'est-à-dire que nous, au marketing, on a une technicité effectivement qui est limitée, mais on se fait énormément accompagner par nos services commerciaux ou autres techniciens. C'est un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire que nous, quand on élabore des outils, on travaille constamment avec le commerce, ils relisent, ils contrôlent le message qui est transmis dans nos différents supports de communication. Mais tout l'enjeu aussi aujourd'hui, c'est de ne pas perdre le client à travers un dialogue trop technique, justement. Et des fois, ça pouvait être un petit peu un problème dans le sens où on faisait un discours trop technique, on mettait des mesures, des choses. On l'avait évoqué lors d'une réunion qu'on a eu ensemble entre ce qu'ils cherchent et ce dont je parle. À la fin, on veut la même chose, mais on n'a pas le même vocabulaire. C'est ça. Donc tout l'enjeu, c'est de créer une accroche dans nos discours, on va dire, de premier plan, pour que la personne se dise effectivement, ils peuvent répondre à mon besoin. Et une fois qu'il y a cette accroche, donc après il y a la mise en lien avec le commercial. Et le commercial après rentre dans le vif du sujet par un discours un peu plus technique, de normes. Oui, en fonction de ce qu'il a en face, il va avoir le discours, comprendre, prise de brief et proposer une solution adaptée. Voilà, tout à fait. Donc il y a Google effectivement dans le digital pour nourrir vos commerciaux. Est-ce qu'il y a d'autres sources qui peuvent amener du business? Oui, alors testé ou non. Oui, c'est-à-dire que bon, nous, comme je disais, des fois, ça peut être des appels d'offres. On travaille énormément aussi sur les sites les portails commerciaux. C'est-à-dire que il y a certains portails commerciaux qui sont indispensables pour être en parallèle de nos sites, nos sites maîtres, si je peux dire.
Nous, on a travaillé sur des portails commerciaux type Direct Industrie, Usine Nouvelle, etc. Ce sont des catalogues un peu en ligne dans lesquels on est présent parce qu'il y en a beaucoup. Les gens cherchent à avoir le plus d'informations en allant dans le moins d'endroits possible. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire que la personne va aller sur ce site, elle va taper pareil les mots-clés sur le moteur de recherche du site. C'est un page jaune industriel un peu? Ouais, c'est un peu ça, c'est un genre de page jaune industrielle. Et là, donc si la personne va sur une fiche produit ou une fiche d'expertise, et après, comme sur un site internet, elle va remplir un formulaire qu'on reçoit et on va le traiter. Donc il y a ça, il y a ces trucs-là. Et après, on passe aussi pas mal de temps à tout ce qui est veille de marché. Donc là, c'est plus nous qui allons nous renseigner pour le commerce, voir les nouvelles usines, les projets de nouvelles usines, les projets de construction annexe ou autre, pour dire attention, il peut y avoir un besoin peut-être en filtration, dépoussiérage, en transport pneumatique. Donc on peut se positionner en amont avant que la personne des fois nous consulte. Et il y a un sujet sur les réseaux sociaux, ça peut être une source de business ou finalement pas tant que ça pour l'industrie? Oui, effectivement. Alors bien entendu, chaque industrie va avoir peut-être des besoins en réseaux sociaux différents. Nous, on a remis un peu au propre et mon chef de projet digital a retravaillé sur la nomenclature et l'organisation de nos pages LinkedIn. Donc nous, c'est principalement de LinkedIn Je m'attendais à TikTok. Non, TikTok, pas encore. On pourrait faire quelques petites danses, des danses de la joie, des choses comme ça, mais non, TikTok non. Et non, on a déjà quand même pas mal de pages LinkedIn à gérer. C'est clairement un outil qui correspond à notre marché, à nos besoins. Donc voilà, on est principalement sur du LinkedIn en ce moment. On n'a pas de Facebook, on n'a pas de TikTok, on n'a pas d'autres choses. Voilà, on essaie c'est des réseaux très B2C. Voilà, on est encore en croissance sur LinkedIn. On arrive à faire des belles croissances à 2 chiffres sur l'ensemble de nos pages. Ça prend aussi du temps pour faire du contenu qualitatif, etc. Donc et ça marche bien. Donc pour le moment, je suis content, ça fonctionne bien. Donc on se concentre là-dessus avant d'aller ailleurs. Et avant-dernière question de mon côté, être présent. C'est la première partie de l'équation, générer du lead, c'est la suite. Comment on mesure ça quand tu mets un billet sur la table? Comment est-ce que tu mesures la rentabilité? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que ça fait partie des défis des prochains mois, des prochaines années? C'est une nerf de la guerre parce qu'effectivement, dans toute entreprise, quand on fait un investissement de 100, il faut pouvoir effectivement le justifier. Donc nous, on va principalement effectivement travailler sur, bien entendu, donc la génération de leads et son suivi. C'est-à-dire que effectivement, on essaie d'éduquer nos équipes. Alors nous, éduquer en termes d'un point de vue marketing, mais aussi les différents chefs du commerce, éduquer leurs équipes à bien intégrer les listes dans le CRM. Donc on utilise bien un CRM pour de l'intégration du lead, de sa qualification, jusqu'à sa transformation en opportunité et dans l'idéal en leads. Donc c'est ça qui nous permet effectivement aussi de dire voilà, on a ramené 100 leads, sur les 100 il y en a peut-être 90 ou 95 qui sont qualifiés, donc ça veut dire qu'aussi ça c'est intéressant, le taux de transformation entre un lead et une opportunité pour savoir les gens qui nous contactent, ils nous demandent pas combien est le menu steak frites ou autre. C'est vraiment des gens qui viennent nous voir, qui ont bien compris le message de notre site. Et après, jusqu'au taux de transformation, donc en chiffre d'affaires, génération d'un chiffre d'affaires à la fin. Et donc, c'est ce chiffre d'affaires-là qui va permettre de nous dire, voilà, on a investi tant, mais on a généré tant. Et donc, c'est ça qui va comme permettre ça, tu as tout le cercle du premier contact, le lead et effectivement le travail du commercial. Dernière question, est-ce que tu aurais, pour ceux qui nous écoutent, des conseils de pièges ou d'erreurs à éviter quand on veut se lancer sur le digital et qu'on est un industriel B2B qui fait du lead? Déjà pour tout ce qui est génération de leads, donc si on prend par exemple ne serait-ce que la thématique déjà du site internet. Déjà il faut avoir un site internet qui répond aux attentes des utilisateurs d'aujourd'hui. Un site internet les classiques, responsive, clair, où voilà, les messages sont bien identifiés, le contact, ce qu'on appelle le call to action est facilement bien mis en place pour générer voilà une prise de contact assez rapide. Et derrière, voilà, une fois que tout le travail du cœur est bien fait, se faire accompagner pour aussi, si on n'a pas les équipes, se faire accompagner sur tout ce qui est référencement, parce que nous, c'est ce qu'on a choisi de faire avec PumpUp, c'est voilà, se faire aider dans le référencement pour avoir des mots-clés, bien se positionner. Et l'erreur, je pense, à pas faire de ce point de vue-là, c'est pas se dire, on va tenter avec 5 euros, 10 euros ou autre. Faut se rendre compte qu'effectivement, ça va dépendre du marché, mais des fois, avec 100 euros, on peut faire peut-être des petites actions par-ci, par-là, mais
Voilà, faut pas se leurrer, on va pas faire grand-chose, hein. Surtout si on est dans un marché très concurrentiel. Voilà, je vais donner l'exemple. Nous, on a une entité qui fait des ventilateurs industriels, donc on a des mots-clés type ventilateur ou autre. Vous imaginez même pas l'été. Ouais, parce que là on a le B2B, on a malheureusement le B2C on a qui se met dedans. B2C, voilà, qui se met dedans, donc les enchères vont haut et puis on se fait vite mettre de côté. Alors le but c'est pas de surenchérir pour surenchérir, mais voilà, faut bien cibler, définir un budget raisonnable et raisonné dans le sens où il faut investir là-dedans pour être présent sur les canaux qui correspondent à son industrie. Et puis après, c'est ce que tu disais, finalement, bien mesurer pour savoir jusqu'où on peut aller, quand est-ce qu'on se trompe, parce qu'on se trompe, on fait des tests, c'est normal. Et quand on trouve la petite pépite, jusqu'où on peut appuyer sur l'accélérateur et puis tester pour trouver d'autres pépites. C'est du test and learn constamment, hein. Je veux dire, on adapte, c'est le principe aussi du SEA, on adapte nos campagnes en fonction de saisonnalité produit, en fonction de réussite, hein, de taux de réussite des mots-clés, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on se fait aussi accompagner avec vous. Donc voilà. Et puis un dernier point sur cette thématique-là, c'est aussi bien entendu ce qu'on a expliqué avant, c'est se faire accompagner des services qui sont plus proches du terrain pour se faire éclairer sur justement ce que les clients attendent. Oui, c'est-à-dire que nous, au marketing, on est quand même un peu en retrait, on essaie d'avoir cette présence terrain du mieux qu'on peut, mais on se fait beaucoup aider par le commerce qui a cette attente, qui connaît son client, qui connaît le wording, qui connaît ce que cherchent les clients, hein. Donc on travaille en équipe sur cette thématique. Ça peut que marcher parce que si on trouve quelques sponsors dans la partie commerce, c'est pour leur apporter justement plus de leads. Donc généralement ils sont contents. Tout à fait, voilà. Merci beaucoup Antoine pour cette précision et cet échange. Est-ce que parmi vous il y a des questions? Oui, il y a Amandine derrière qui me dit c'est toi qui les vois, et c'est vrai, c'est moi qui les vois. Donc n'hésitez pas dans le chat. Pour l'instant, je vois pas forcément de questions, mais n'hésitez pas à les poser. J'attends quelques secondes, 1 ou 2 minutes au cas où pour valider ça. Tac. Que ce soit Pierre, Yana, Alexis, Charlie, n'hésitez pas au cas où. En attendant, du coup, j'en profite pour improviser d'autres petites questions moi là-dessus. Comment tu vois le digital demain dans l'industrie? Parce que tu as parlé effectivement presque du passé, du présent. Moi, je suis malgré tout intimement persuadé que le physique, donc tu parles des salons par exemple, va reprendre une importance importante. J'ai pas mis en stock en improvisant, mais est-ce que tu penses que le digital va être de plus en plus nécessaire? Tu penses que ça va s'équilibrer? C'est quoi ta vision? Je pense que le digital, déjà vous de votre côté, vous voyez qu'il évolue constamment au niveau des outils qui sont proposés, etc., etc. Donc non, c'est sûr que je pense pas qu'aujourd'hui il va y avoir de retour en arrière ou que ça va se réduire. Le digital a une part de plus en plus importante dans le business, dans la génération de leads, etc. Et ça va aller crescendo d'après toi ou ça va s'équilibrer avec autre chose? Tout dépend s'il y a des innovations, encore une fois, d'un point de vue communication qui interviennent. Hein. Ça, ce sont les acteurs du digital qui vont définir un peu la manière de commercer demain, de faire du business. Aujourd'hui, alors malheureusement pour l'aspect humain, on ressent malgré tout, notamment dans l'activité événementielle, un peu une dégression. Ça reprend un petit peu. L'année 2021-2022 a été un peu timide sur l'activité salon, mais là, dans les derniers qu'on a fait, on ressent une reprise d'activité parce que l'humain reste important. Hein, c'est pour ça qu'on est là autour de la table. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est clair. Mais le digital, pour moi, est loin d'être mort. Au contraire, on le voit, on est de plus en plus connectés. Il y a des manières de commercer de manière différente. Nous, on le voit, on essaye aussi de développer des nouveaux services digitaux. Voilà, faire un peu de teasing, de la maintenance un peu digitalisée, des choses comme ça. Voilà, sans aller trop loin, on va lancer un nouveau service 100% digital là, dans le mois qui arrive. Et on a des belles infos dans le Coffee Talk. Donc on avance dans ce sens-là. Et non, je pense que je dirais pas qu'on en est qu'au début, mais en tout cas, il y a un bel avenir encore pour le digital dans le monde de l'industrie. C'est clair. J'en doutais pas, mais merci. Et du coup, j'ai 2 petites questions qui sont arrivées. Je vais commencer par la dernière. Elle est intéressante.
Aujourd'hui, comment est-ce que toi tu construis ton budget marketing? Comment on construit le budget marketing aujourd'hui? Déjà, bien entendu, on se construit autour d'une vision d'entreprise. Ouais, d'accord. On attend, bien entendu, de l'entreprise de savoir quelle est sa stratégie pour l'année à venir ou les années qui viennent. Ensuite, derrière, à travers cette vision, on collecte aussi les besoins du terrain. D'accord. Les besoins, parce que comme le marketing reste une fonction support, on essaie d'identifier un peu où est-ce qu'on pourrait être un vrai support pour développer le business. Ouais, d'accord. Donc effectivement aujourd'hui, chez nous par exemple, le digital, on a alloué une enveloppe budgétaire au digital un peu plus conséquente par rapport aux années d'avant, parce que justement il y a ce besoin d'aller un peu plus dans le digital, de générer du lead et d'accompagner le commerce par peut-être prospection digitale qui prend le dessus sur parfois la prospection purement terrain. Nous, Aleto qui est aux portes, ça n'existe plus. Donc voilà, donc on va collaborer là-dessus. Après, moi, je travaille avec mon équipe qui chacun des deux membres a ses expertises sur les différentes thématiques. Donc on étudie les besoins, on voit ce qu'on peut faire en fonction de ces besoins-là. On identifie des enveloppes budgétaires, que ce soit les salons. Je prends l'exemple des salons. On questionne beaucoup les commerciaux sur les salons qui pourraient leur apporter de l'intérêt, du business, etc. On source, on définit des enveloppes et à la fin de chaque année, sur chacune des thématiques, on réalise une enveloppe et on la présente à la direction. C'est-à-dire chaque fin d'année, aux alentours de novembre, on présente une enveloppe globale avec certaines thématiques. Et on échange là-dessus et on l'a fait valider pour... Donc ça part finalement des objectifs de l'année qui part de la direction. De là, tu questionnes effectivement le terrain sur comment le ressenti, parce que le réel, c'est eux qui l'ont. Et peut-être aussi effectivement les spécialistes dont tu parlais qui t'accompagnent pour finalement cet objectif. Pour l'atteindre, je peux avoir ça. Là, je peux espérer quoi comme résultat. J'appelle ça faire des maths. C'est-à-dire aussi bien, on peut se baser sur du connu, des salons qu'on a déjà fait parce qu'ils ont bien marché, on fait du repeat, on le refait parce que voilà, ça fonctionne bien. Et puis après, moi, mon équipe aussi est force de proposition dans des nouveaux outils, des nouvelles thématiques, des moyens de développer tout ça. Et puis donc on prépare des enveloppes ensemble et à la fin on propose et on a le tampon normalement. On a le tampon, on écrème un petit peu parce que voilà, ça fait partie de la négociation. Les budgets sont limités. C'est de la négociation après avec la direction, c'est réussir à vendre son projet à la direction et derrière, une fois que c'est validé, on l'éprouve et on lance des actions, tout à fait. Ok, j'ai une autre question de Yana. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais ça demande peut-être un peu plus de précision parce que c'est une vraie douleur dans l'industrie. Comment finalement, ce fameux contenu qui est le nerf de la guerre, c'est pas évident. Comment tu fais en sorte qu'il soit à la fois bon techniquement pour être bien référencé et en même temps pertinent au niveau marketing? C'est une bonne question, effectivement. La création de contenu, c'est quelque chose qui parfois peut être lourd. Les projets vidéo, photos, etc. Pour avoir du contenu qualitatif, ça demande, on en parlait juste avant, ça demande parfois des moyens ou autres. Comment on le fait? Effectivement, comme je l'expliquais, nous, on se fait accompagner par nos équipes. C'est-à-dire que à chaque fois, en fonction des thématiques, on se fait accompagner par ce que je vais appeler des ambassadeurs. C'est-à-dire que nous, on a différentes expertises, traitement de l'air, filtration, ventilation, etc., etc. Donc, on va se faire accompagner par un expert sur chacun des domaines. Et puis, pour élaborer ces outils, on va échanger, on va faire des ateliers, on va construire des scénarios, si c'est des vidéos, des choses comme ça, pour ensuite, après, définir un plan, une typologie, une stratégie de contenu, mais qui part de votre réalité à vous en interne. Mais c'est un vrai challenge, effectivement, parce que le contenu, comme on l'a expliqué, dans le cadre du développement digital, il n'y a pas de digital s'il n'y a pas de contenu à présenter sur nos sites ou sur YouTube ou sur les réseaux. Donc voilà, on va voir soit ça peut être du contenu lié à des thématiques. Là, on est beaucoup en ce moment sur les économies d'énergie, comment nous on accompagne les industriels dans les économies d'énergie à travers nos installations. Ça va être parfois lié à une saisonnalité, on est dans le rafraîchissement d'air qui va pas tarder à arriver là dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc voilà, il y a énormément de facteurs à prendre en compte pour effectivement réussir à créer du contenu au plus près des besoins et des attentes des clients. Super Antoine, je te remercie. Bon, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais on en a pas mal. N'hésitez pas au cas où à revenir vers nous, vers nos profils LinkedIn réciproques, vers Amandine qui est derrière. Et c'est vrai que le contenu est la clé. Et du coup, j'en profite pour nous caler une petite pub, mais on
on lance justement une business unit qu'on appelle Pump Up Studio, destinée justement à créer ce contenu qui soit plus textuel ou visuel avec des experts dédiés, parce que c'est le nerf de la guerre. Ça va faire près de 15 ans que je fais du SEO et la phrase clé, ça a toujours été le contenu est roi. Ça n'a jamais été autant vrai qu'aujourd'hui, et encore plus pour de l'industrie B2B. Merci à tous d'avoir suivi ce Coffee Talk, c'était un plaisir. Merci beaucoup Antoine, ça m'a fait très plaisir de te recevoir, et on vous tient au courant pour le prochain, et comme d'habitude, si l'un d'entre vous avait envie de venir s'asseoir à côté de moi pour que voilà, je tire les verres du nez entre guillemets, c'est avec grand plaisir. Très bonne journée à tous. Bonne journée.